Bon les gars, faut qu'on parle d'un truc là, sérieux, c'est juste plus possible. Vous en faites pas, c'est pas très grave. J'ai pas essayé de passer une loi ou quoi sans l'avis de personne. Mais plus sérieusement, souvent je reçois des commentaires de gens qui sont soit pas abonnés, soit qui viennent vraiment mais en mode juste de passage, qui viennent souvent me dire que mes vidéos sont trop gore ou qu'il y a trop de détails ou quoi. Du coup j'aimerais juste clarifier le point avant que cette vidéo commence, parce qu'elle va pas faire exception aux autres vidéos, il y aura du gore et des trucs pas adaptés pour tout le monde on va dire. Donc je précise une dernière fois, lorsque je pose un disclaimer en début de vidéo, que je le dis avant que la vidéo commence, que je le dis lorsque l'histoire commence, que je le dis au milieu de l'histoire et que dans le titre il y a écrit moins de 16 ans, les gars à un moment donné faut arrêter d'abuser. Les vidéos parfois comportent des images de meurtre ou de trucs vraiment pas très jolis à voir. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Ceux qui aiment pas, sachez que j'ai quand même le respect de vous mettre des disclaimers et j'en mets franchement beaucoup. Mais sachez que les vidéos, elles sont aussi visées pour un public cible qui aime ce genre de vidéos. Sinon, concernant la vidéo d'aujourd'hui, sachez que ça va être une des vidéos les plus gore. C'est horrible après avoir justement fait le coup de gueule. Sachez en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui va comporter énormément de détails assez crus. Est-ce que c'est fait exprès pour emmerder les gens qui aiment pas ça? Oui. Donc si tu as 12 ans et que tu as peur d'être sauvagement agressé par des images de meurtre, à un moment donné ça reste de la sélection naturelle quand même. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec les 5 threads d'horreur et on va tout de suite commencer avec la première histoire. La première histoire est celle de Christopher. Il a un métier assez particulier puisqu'il est plongeur professionnel. Contrairement à ce qu'on pense, un plongeur professionnel ne s'occupe pas d'apprentis qui souhaiteraient s'initier à la plongée sous-marine ou à prendre des photos sous la mer. Le travail d'un plongeur professionnel consiste à déplacer, souder ou inspecter des machines qui fonctionnent sous l'eau. Au moment où les événements se sont déroulés, Christopher travaillait pour une plateforme pétrolière nommée Paria, qui se trouvait à 2 minutes de sa maison. Son job est tout simplement de plonger sous l'eau afin d'inspecter des pipelines qui sont d'énormes tuyaux où circule le pétrole reliés entre le site d'extraction et la terre ferme où il circule avant d'être transformé. Paria possède 6 sections de pipeline en forme de U avec une ligne droite de pas moins de 365 mètres de long, et cette journée-là, Christopher n'est pas surpris d'apprendre qu'il doit faire de la maintenance sur l'un des pipelines. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que celui-ci s'appelle BERT 6 et qu'il n'a pas été en fonctionnement depuis maintenant 4 ans. Un autre détail très important, c'est que BERT 6 est accroché avec une chambre sous-marine. Celle-ci est en forme de cube et permet de garder l'eau en dehors de la chambre afin de pouvoir travailler tout en pouvant respirer et sans avoir la force de l'eau contre les plongeurs. Les 4 collègues avec qui il a l'habitude de travailler descendent dans les profondeurs de l'océan afin d'atteindre la chambre sous-marine et de rouvrir le pipeline et de le remettre en fonction. Une fois à l'abri dans cette chambre, ils enlèvent tous leurs équipements parce qu'à l'intérieur c'est sec et commencent leur travail. Celui-ci est extrêmement simple, il est question d'actionner un levier qui permet d'ouvrir les valves du pipeline. Néanmoins, à la seconde où celui-ci est remis en activité, quelque chose de monstrueux se produit. Ce que vous venez de voir est un extrait de la caméra accrochée sur Christopher au moment des faits, et ce qui s'est produit, c'est ce qu'on appelle le vacuum effect, autrement dit l'effet d'aspirateur. Christopher ainsi que ses 4 collègues sont instantanément aspirés à l'intérieur du pipeline à une vitesse phénoménale. À ce moment, personne n'a la moindre idée de ce qui est en train d'arriver et tout le monde retient sa respiration et est comprimé dans un tube de 76 cm de diamètre. Leur terrible voyage dure plusieurs minutes avant que la pression ne s'égalise et que le vacuum effect ne s'arrête. Dans leur malheur, les 5 techniciens sont tout de même toujours en vie et ils sont dans une partie du tuyau légèrement courbée vers le haut, et
celle-ci crée donc une petite poche d'air de quelques centimètres au-dessus de leur tête, leur permettant tant bien que mal de respirer. Étant donné qu'ils se trouvent dans un tuyau, ils sont l'un derrière l'autre et Christopher comprend que s'ils veulent avoir une chance de s'en sortir, il faut remonter ce tuyau jusqu'à trouver une ouverture. Mais ce n'est pas l'avis de tous ses collègues pour qui c'est une vraie mission suicide. Néanmoins, leur quantité d'air est limitée et s'ils n'agissent pas très vite, ils mourront coincés dans ce pipeline. Ils décident donc de coincer leurs pieds sous les aisselles de la personne devant afin de créer une espèce de chenille et de ramper tous ensemble vers la sortie. Le problème, c'est qu'en sortant de l'espace où ils sont confinés, ils perdent aussi leur bulle d'air qui était jusque-là la seule raison qui les maintenait encore en vie. Christopher et son collègue décident donc de partir à deux et commencent à ramper. Ils sont rapidement submergés par l'eau et se déplacent lentement en retenant leur souffle. Heureusement pour eux, après quelques mètres, ils arrivent à une nouvelle bulle d'air, leur permettant de reprendre leur souffle et encore meilleure nouvelle, ils retrouvent leur masque à oxygène. Ils peuvent donc parcourir de plus grandes longueurs. Après plusieurs heures à ramper, nouveau problème, puisque le collègue de Christopher perd son sang-froid. Il est vraiment plus bien du tout, il décide juste de l'abandonner et de repartir avec les autres. Christopher se rend compte qu'il est seul et que personne ne viendra l'aider, et donc il continue à avancer pendant encore plusieurs heures avant que sa bonbonne ne frappe contre quelque chose de métallique. Christopher comprend immédiatement qu'il vient d'arriver dans le coin du pipeline et qu'il ne lui reste plus qu'à monter avant d'être sauvé. Sauf que, nouveau problème, le niveau de l'eau est trop bas pour atteindre la trappe qui pourrait lui servir à sortir, et il va donc devoir attendre plusieurs heures avant d'être finalement secouru. Vous vous dites sûrement que c'est enfin fini et qu'ils vont envoyer des plongeurs à la rescousse des collègues de Christopher, sauf que la compagnie ne l'entend pas de cette oreille. En effet, pour Paria, les pipelines sont trop dangereux et personne n'est autorisé à s'y rendre, pas même d'autres plongeurs qui pourraient les secourir et leur sauver la vie. Le pire, c'est que pendant plusieurs jours, on entend les 4 collègues de Christopher frapper contre les pipelines et appeler à l'aide, mais personne ne sera envoyé pour les sauver. Finalement, les bruits s'arrêtent et les 4 collègues meurent. Personne ne sait s'ils ont péri par manque d'oxygène, de noyade ou simplement en mourant de leurs blessures. Horrible première histoire pour se mettre en jambe, surtout si vous êtes claustrophobe, vous avez sûrement dû passer un excellent moment. Sans plus attendre, nous allons passer à la prochaine histoire. Je mets un disclaimer, c'est fini là la partie soft, c'était juste la petite introduction et maintenant ça va devenir gore et hard. C'était juste histoire de rentrer dedans en douceur. That's what she said. La prochaine histoire n'est pas vraiment un thread d'horreur à proprement parler, mais j'aimerais vous raconter un rituel que les moines pratiquaient et pratiquent toujours de façon illégale aujourd'hui. Ce rituel s'appelle le Soku Shinbutsu. Il s'agit d'un rituel extrême qui était pratiqué par des moines afin d'entrer dans ce qu'on appelle le nirvana. Rien à voir avec le groupe de rock si jamais c'était nécessaire de le préciser. La plus vieille preuve de ce rituel a été retrouvée au Japon en 1363 et vous découvrirez à la fin ce que j'entends exactement par preuve. Certaines images peuvent choquer les amis, mais ça je l'ai déjà dit. Ce rituel, comme je vous le disais, est censé vous amener vers la vie éternelle et est divisé en 3 parties très strictes qu'il faut impérativement respecter. Les moines bouddhistes dédient leur vie à essayer d'atteindre le fameux nirvana, un espèce d'état spirituel qui permet d'échapper au cercle de la vie qui est considéré dans leurs croyances comme étant la naissance, la souffrance et la mort. Et pour atteindre cet état second, le Soku Shinbutsu est considéré comme l'alternative la plus efficace. La première phase est une phase censée vous préparer au nirvana. Elle permet aussi de trier ceux qui seront les plus dignes et les plus aptes à passer à la deuxième étape. Des centaines de moines ont déjà tenté le Soku Shinbutsu, mais seulement 24 d'entre eux ont réellement atteint le nirvana. Vous comprenez donc la difficulté de la tâche. La première étape est celle de la faim. Durant cette phase, qui dure quand même 1000 jours, le moine est obligé de se nourrir exclusivement de produits venant des arbres. Autrement dit, il mange des feuilles, des graines, des noix ou des pommes de pin. Certains sont même obligés d'ingérer des petites pierres ou des cailloux pour calmer la faim. Donc pendant 3 ans, donc environ 1000 jours, les moines n'ont que le droit de manger ces quelques ingrédients et lorsqu'ils ne mangent pas, ils méditent
tout le reste de la journée. C'est incroyable quand même le dévouement que tu dois avoir pour arriver ne serait-ce qu'à la fin de la première étape qui dure quand même 1000 jours quoi. Il faut savoir que durant cette phase, il y a plusieurs moines qui vont décéder donc de malnutrition. Et un autre détail important, c'est que la phase 2 est tellement hard que beaucoup des moines ayant réussi à atteindre le nirvana ont répété la phase 1, 2 ou 3 fois avant de se sentir prêt à passer à l'étape 2. D'ailleurs, cette autre étape est beaucoup moins longue que la première puisqu'elle ne dure que 100 jours. Et durant cette période, qui s'appelle la méditation profonde, vous ne mangerez absolument plus rien. C'est-à-dire que pendant 100 jours, vous buvez uniquement de l'eau salée ainsi qu'un étrange thé appelé tout simplement du thé empoisonné. Il est fabriqué à partir d'une plante toxique qui vous détruit de l'intérieur et vous donne la diarrhée, des vomissements et vous provoque des réactions allergiques qui vous démangent de l'intérieur. Le but étant de vous déstabiliser et de vous empêcher de rester focus sur la méditation. Et c'est tout bonnement en fait de la torture. Sachez que la plupart des gens ne survivent pas à la phase 2 et du coup décèdent avant d'atteindre la dernière phase. Celle-ci n'a même pas de nom étant donné que quasiment personne n'a jamais réussi à s'y rendre. Pour ceux qui par miracle s'y rendent, vous êtes placés dans une boîte en bois très étroite et juste assez grande pour que le moine puisse s'y asseoir en position de méditation, donc la position du lotus. Et la boîte est alors refermée et placée dans un trou de plusieurs mètres avant d'être recouverte de charbon et vous êtes donc littéralement enterré vivant. Un bambou est relié entre la boîte et l'extérieur afin d'amener de l'oxygène et tous les jours le moine doit faire sonner une cloche qu'il a ramenée avec lui dans la boîte. Le rituel se termine lorsque la cloche ne sonne plus. On déterre alors la boîte et si le rituel a fonctionné, le moine est alors transformé en momie. Il y a une chose qui n'a pas été révélée durant cette histoire, c'est que pour atteindre le fameux nirvana, le corps du moine doit rester sur terre parmi nous. Et chaque étape du rituel est en fait une préparation qui l'oblige à maigrir, perdre du gras, lui laver l'estomac, les intestins et éliminer toutes vos toxines pour qu'il n'y ait plus rien dans votre corps. La deuxième phase permet, grâce au thé empoisonné, de tuer les bactéries et les parasites présents à l'intérieur du corps et responsables de la décomposition des cadavres. Une fois celle-ci débarrassée, les moines se laissent mourir et leur corps se durcit et se momifie tout seul. Et si le rituel a fonctionné, ils ne pourrissent théoriquement pas puisqu'ils ont été vidés de plus ou moins tout ce qui peut les amener à la putréfaction. Il arrive souvent néanmoins que les moines retrouvés dans les boîtes ne soient pas momifiés et ceux-ci sont alors remis sous terre et les corps des 24 ayant réussi le Sokushimbutsu sont exposés dans des monastères et conservés comme preuve qu'ils ont bien atteint le nirvana. Petite histoire qui change de d'habitude et que je trouve super et aussi clairement très glauque. Et nous allons passer à la prochaine histoire et celle-ci vous allez voir, elle est beaucoup plus longue mais elle est aussi très gore. Donc restez bien attentifs et ne vomissez pas s'il vous plaît. La prochaine histoire est celle d'Austin, un jeune étudiant en Floride. Son père est dentiste et sa mère pharmacienne, ce qui lui vaut la chance d'habiter dans une maison incroyable et de ne jamais avoir manqué de quoi que ce soit. Malheureusement, ses parents divorcent lorsqu'il n'a que 13 ans, mais ça ne l'empêche pas d'exceller dans la vie. T'inquiète frérot, on est là. Il a de bonnes notes à l'école, il est placé dans les meilleurs groupes de sa classe et il est aussi un très bon athlète, avec d'excellents résultats en football et en lutte. Malgré la pratique de ces sports de combat très violents, Austin est un adolescent très calme. Il est même trop calme puisque son coach rapportera plus tard devoir l'énerver et se moquer de lui avant les matchs pour le rendre plus agressif. Vers la fin de ses études, Austin recherchait même désespérément un travail où il pourrait aider le plus grand nombre de personnes possible car c'est vraiment ce qui le rendait heureux. Vous vous demandez donc sûrement comment un garçon aussi talentueux, gentil et bienveillant peut se retrouver dans une histoire d'horreur. Eh bien tout commence lorsqu'il reçoit une lettre provenant de l'université de Floride lui annonçant qu'il a été retenu dans leur programme de médecine, qui se divise du coup sur 4 ans. Austin est aux anges, il voulait absolument entrer dans ce programme et quelques jours plus tard, il trouve un appartement non loin du campus, fait ses valises et s'installe à côté de l'université. Les prochains mois, Austin ne fait que prolonger ce qu'il faisait déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire réussir tout ce qu'il entreprend. Ses notes sont parmi les plus hautes de la classe, il est en couple, il réussit même à se créer une petite communauté sur les réseaux sociaux en se mettant au bodybuilding. Et pourtant, sous son visage de Monsieur Parfait, certaines choses ne vont
Pas du tout. On retrouvera plus tard son journal intime qui nous explique en profondeur son sentiment de ne pas être accepté par les autres et de ne pas réussir à trouver sa place. Cette même année, Austin commence à abuser de certaines substances en cachette, notamment l'alcool, de la marijuane pour garder la monétisation quand même, et du Vivance, qui est un médicament utilisé à la base pour traiter les troubles du déficit d'attention. Il essaie aussi beaucoup de champignons hallucinogènes et du MDMA, autrement dit de l'ecstasy, un joli cocktail qui le fait vaciller quotidiennement entre des pics de joie dus à la consommation de drogue, ainsi que des moments de pure déprime à cause du manque. Austin entre alors dans une grosse dépression et c'est aussi à ce moment, environ un mois avant la fin des cours, que son historique internet va se saturer de questions très étranges. Lors des vacances scolaires, Austin rentre voir ses parents quelques semaines et ceux-ci remarquent immédiatement un drôle de changement dans le comportement de leur fils. Une nuit, il leur demande par exemple de descendre son lit à la cave car il est persuadé que le premier étage de leur maison est hanté par des démons. D'ailleurs, durant la nuit, Austin ne dort plus. En fait, à la place, il va errer pendant des heures dans les couloirs de sa maison à la recherche d'entités maléfiques et prendre soin de toquer toutes les 2 heures à la porte de ses parents et de crier « Je protège la maison des démons ». En fait, Austin devient tellement flippant que sa famille ferme à clé les portes durant la nuit et sont convaincus qu'il se drogue. Durant l'été, sa famille se concentre donc exclusivement sur la santé d'Austin afin de lui faire arrêter la drogue. Et vers la fin des vacances, notre ami assure à son entourage qu'il est complètement clean et que ses addictions sont derrière lui. Le problème, c'est que son comportement n'a absolument pas changé. En fait, il s'est même empiré. Ses parents décident alors d'utiliser une loi qui s'appelle le Baker Act. Le Baker Act est une loi en Floride autorisant à interner contre sa volonté une personne souffrant de troubles mentaux qui a des comportements ou des propos délirants et dangereux qui sont clairement visibles. Autrement dit, Austin devrait être envoyé dans un hôpital psychiatrique afin d'être examiné et soigné sans son consentement. Mais malheureusement cette journée-là, Austin est introuvable. Il est en fait parti chez un ami et a sonné chez lui sans le prévenir à l'avance pour lui demander « Hey, en quelle année je suis né ?» Après avoir eu sa date de naissance, il sourit et repart comme si de rien n'était. C'est une situation tellement étrange que son ami rappelle Austin tout de suite et lui propose d'aller manger en ville avec d'autres amis. Ce qui est en fait une excuse pour ne pas laisser Austin tout seul puisqu'il a vraiment un comportement très inhabituel et très bizarre. Tout le monde se rejoint à la plage et là les amis d'Austin sont en choc. Austin s'est changé et il est à présent habillé d'un sweater à manches longues avec une grosse chaîne en or et 2 montres au poignet. C'est tellement un accoutrement qui est bizarre, étant donné qu'il fait une chaleur horrible à ce moment de l'année, que personne ne comprend vraiment pourquoi il s'est habillé comme ça, et tout le monde se fout de sa gueule. Et là, Austin, il pète un câble et il leur dit « Arrêtez immédiatement de vous moquer de moi et de mes vêtements, sinon je vous tue ». Quelques minutes plus tard, Austin est à nouveau super joyeux et il fait comme si de rien n'était. Puis il annonce à ses amis qu'il est en fait à moitié humain et à moitié cheval, ce qui fait de lui quelqu'un d'immortel. Et à ce moment-là, tout le monde comprend qu'il y a vraiment un truc qui cloche chez Austin, et vous allez voir que ce n'est que le début. Cette même soirée, tout le monde s'apprête à aller au restaurant, alors qu'Austin dit à sa sœur « J'ai besoin de tester mon immortalité ». Il se tourne alors vers la route et commence à marcher lentement entre les voitures qui passent, afin de se faire percuter et de prouver qu'il est immortel. Sa sœur le ramène sur le trottoir in extremis et l'oblige à entrer dans le restaurant pour sa propre sécurité. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Ce restaurant était en fait équipé d'une caméra de surveillance où l'on voit Austin entrer et se placer à une table, avant de se lever, de marcher sans trop savoir ce qu'il fait, puis de sortir du restaurant. Quelques minutes plus tard, la mère d'Austin appelle son père, qui était aussi au restaurant à ce moment-là, et lui annonce qu'Austin est entré sans la prévenir chez elle, et il a alors pris un bidon d'huile végétale et a commencé à le boire comme si c'était de l'eau. Austin revient quelques minutes plus tard avec des habits complètement différents et il s'assoit à table comme si de rien n'était encore une fois. Son père lui demande alors « Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Et là Austin, il s'énerve et il frappe son père dans le visage avant de partir. Comme vous pouvez le voir, notre ami perd peu à peu la raison et il est de plus en plus incohérent. Et honnêtement, il commence même à effrayer sa famille qui ne sait plus du tout comment le contenir. Et pourtant, leur cauchemar n'est malheureusement
pas terminé. Il s'apprête juste à empirer x 1000. Cette nuit-là, à 4 km du restaurant, Michelle et John sont deux retraités très appréciés dans le quartier et Michelle est cette nuit-là seule à la maison et regarde tranquillement la télé alors que son mari est parti promener le chien. Elle entend alors du bruit provenant de son garage et décide d'aller voir. Un homme se tient alors silencieux en face d'elle et cet homme c'est ni plus ni moins que Austin. Il saute sur Michelle, la fait tomber et commence à l'étrangler. Un voisin qui a entendu crier sort de chez lui en courant avant de porter secours à Michelle. Il pousse Austin, il essaie de le maîtriser et il sent une sensation bizarre de froid et de picotement dans le haut de son corps, puis du sang commence à couler. Le voisin de Michelle ne le sait pas, mais en fait, Austin avait un couteau dans sa main et a poignardé l'homme plusieurs fois dans la tête, la gorge et le haut du dos. Le voisin de Michelle fuit alors et va directement appeler la police, laissant la pauvre dame seule avec Austin. La police arrive rapidement sur les lieux et trouve une énorme flaque de sang avec un homme murmurant désespérément qu'il a besoin d'aide. Cet homme c'est John, le mari de Michelle, et lui aussi a été sauvagement attaqué. Sur lui se trouve Austin, il a les mains dans la bouche de John et lui mange les joues. Les policiers sont face à un animal et ne peuvent rien faire. Austin est tasé, frappé, tiré dans tous les sens, mais rien ne l'arrête. Il continue inlassablement à bouffer le visage de John. Les chiens sont alors lâchés sur Austin et ils lui bouffent quasiment tout le bras, mais rien n'arrête le massacre sur le pauvre homme. Au final, Austin est écarté, mais John et sa femme succomberont de leurs blessures. Le visage arraché et à moitié mangé. Et le plus flippant dans cette histoire, c'est que Austin sera amené à l'hôpital pour soigner son bras et à son réveil, il n'aura absolument aucun souvenir de ce qu'il a commis. Il racontera avoir suivi une ombre qu'il avait déjà aperçue au restaurant et qu'il a simplement suivi jusqu'à l'extérieur avant de se rendre à cette maison. Et quand l'affaire éclate au grand jour, il y en a beaucoup qui vont soupçonner Austin de mentir pour se sortir du pétrin. Mais il y a un psychologue du nom de Philippe Resnick qui affirme avoir une autre conclusion. En dépit du fait qu'il a été tasé, frappé et attaqué par des chiens, Austin n'a pas une seule fois ni parler, ni essayer de se défendre. Ce qui est théoriquement impossible lorsqu'on est sain d'esprit, simplement par réflexe de survie. Si vous êtes attaqué ou menacé, vous êtes obligé d'au moins vous protéger ou de réagir, chose qu'Austin n'a pas fait. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans sa tête, ni pourquoi il a fait ces horribles choses cette journée-là, et c'est ainsi que se termine cette nouvelle histoire. C'est un trait qui était assez long, mais je trouve qu'il était vraiment très intéressant parce qu'on peut suivre pas à pas le déclin et la démence psychologique du jeune homme, et je trouve ça incroyablement dérangeant, surtout qu'on a quand même plein de preuves audio et vidéo, et je suis très content qu'on les ait eues, donc ça met encore un peu plus de flip, et sans plus attendre, nous allons passer à la prochaine histoire. La prochaine histoire est celle d'un cercueil vraiment pas comme les autres, qui, encore à l'heure actuelle, ne peut tout simplement pas être ouvert avant encore plusieurs siècles. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de l'histoire. Tout commence dans les années 1900 avec un homme du nom de Eben Byers. Il est issu d'une famille extrêmement aisée et n'a donc aucun problème à maintenir un style de vie très bourgeois. Il est aussi un excellent joueur de golf amateur et reconnu dans le monde entier à l'époque. Mais sa carrière s'arrête brusquement lorsqu'il hérite de la compagnie de son père, le rendant du jour au lendemain multimillionnaire. En fait, il sait tellement pas quoi faire de son argent qu'il achète de nombreuses villas et des box de chevaux de course. Tout va pour le mieux pour notre ami jusqu'en 1927 où il a alors la quarantaine et il en a franchement marre des meetings entre des gens fortunés et des rencontres investisseurs pour sa compagnie. Il décide donc de prendre un peu de temps pour lui et d'acheter un billet première classe directement pour se rendre à un match de football pour voir l'équipe de Yale University jouer. À cette époque, les trains en première classe étaient équipés de couchettes qui sont littéralement des lits et c'est sur l'un de ces lits qu'il s'endort jusqu'au moment où Eben se réveille brusquement. En fait, il est tombé de sa couchette et il s'est fait très mal au bras. Ça n'a pas l'air si grave que ça et pourtant c'est bien grâce à cet événement que tout a commencé. À son retour chez lui, la douleur ne passe pas. Il va donc voir un physiothérapeute et celui-ci lui annonce qu'il n'a rien de cassé mais que pour faire passer la douleur, il y a une toute nouvelle alternative. Il s'agit d'un produit révolutionnaire qui coûte une petite fortune mais qui fait de vrais miracles. Ce produit s'appelle du Raditor. Le produit est censé effacer toute douleur et fournir un gain d'énergie exceptionnel. Eben se rend donc en pharmacie pour acheter le produit, il rentre chez lui et dès la première cuillère de Raditor, il sent une nette différence. Il n'a effectivement plus mal à l'épaule et il ressent un niveau d'énergie exceptionnel. Chaque jour,
Eben prend alors sa petite cuillerée de médicaments et chaque jour, il se sent de plus en plus vivant et de plus en plus énergique. D'ailleurs, ce produit magique, Eben, il va en prendre quotidiennement pendant des années, allant parfois jusqu'à finir 3 bouteilles par jour, dépassant clairement les limites de la dose maximum recommandée. Tout se passe pour le mieux lorsqu'un matin, Eben se réveille et remarque que quelque chose de pas drôle du tout est en train de se produire. Sa mâchoire est tombée. Il ne peut plus parler, sa bouche est grande ouverte et les muscles de sa mâchoire semblent juste ne plus fonctionner du tout. Un détail qui n'a pas encore été mentionné, c'est que le Raditor portait aussi un autre nom à cette époque, l'eau radioactive. En fait, lors de la découverte de la radioactivité, énormément de produits d'hygiène sont sortis avec de l'uranium ou toutes sortes de produits radioactifs car personne n'avait encore étudié les dangers et donc ces médicaments étaient considérés comme safe. D'ailleurs, je crois que même les notes sur la radioactivité de Marie Curie sont à l'heure où je vous parle encore intouchables, simplement parce qu'il y a encore trop de radioactivité dessus. Vous avez le droit de me niquer dans les commentaires si je dis de la merde. Eben a donc ingéré une quantité phénoménale de radium quotidiennement et les effets sur son corps se sont fait ressentir puisque son corps a littéralement commencé à se décomposer de l'intérieur. Sa mâchoire a dû être enlevée en urgence à l'hôpital et après quelques mois, sa colonne vertébrale a tout simplement commencé à se désintégrer. Il avait donc des petits trous qui se formaient sur celle-ci, ainsi que dans son crâne, ce qui finira même par percer la peau, laissant son cerveau à la vue de tous alors qu'il était encore en vie. L'année d'après, Eben meurt de ses atroces blessures et est enterré dans un cercueil en plomb spécialement conçu pour absorber les radiations de son cadavre. 30 ans après, son corps a été exhumé par des scientifiques qui ont déterminé que la quantité de radioactivité dans son corps était si importante qu'elle n'avait quasiment pas baissé et qu'il faudrait encore attendre des centaines d'années avant qu'Eben ne soit plus suffisamment radioactif pour être dangereux et du coup être mis dans un cercueil normal. Les amis, il est à présent temps de passer à l'ultime histoire de cette soirée et celle-ci a tout simplement inspiré non pas un ou deux mais 3, bravo vous êtes trop fort, films sur des tueurs en série qui sont tous du coup inspirés par une seule et même personne qui a commis des actes mais atroces. Et la prochaine histoire en fait elle est si crue et gore que j'ai moi-même du mal à la raconter et si vous avez le cœur bien accroché, nous passons alors à cette fameuse dernière histoire. Vous voyez ce que je fais là? C'est en train de faire pareil, c'est-à-dire manger, vous arrêtez tout de suite. Stop. Je suis vraiment allé chercher des curly pour ça. L'homme dont nous allons parler pour cette dernière histoire est gentiment surnommé le boucher de Plainfield. Et pour cause, il est connu pour être à l'origine de choses sordides. Son vrai nom est Edward Theodore Gain, et lorsqu'il était enfant, il vivait dans une ferme très reculée du reste du monde avec son frère et ses parents. L'ambiance à la maison, elle était clairement pas agréable, avec une mère extrêmement sévère qui l'empêchait absolument de sortir à part pour aller à l'école, et un père alcoolique qui perdait constamment son emploi. Ce climat familial l'a vite rendu bizarre aux yeux de ses camarades de classe, et il est devenu du coup l'enfant timide qui rigolait un peu pour tout et pour rien et qui était souvent moqué par les autres élèves. N'ayant pas d'amis, juste par contre je fais une pause, j'ai dit il n'a pas d'amis et genre je mangeais des curly en plus. Genre c'est pas une coïncidence de... Ok, ça va, je retourne, c'est bon. N'ayant pas d'amis, il passait la majeure partie de son temps à aider ses parents à la ferme et très jeune, il a commencé à parler à des amis imaginaires. Au niveau de l'éducation, sa mère lui interdisait de sortir car selon elle, les autres enfants étaient très mal élevés et que toutes les femmes étaient des prostituées. Elle lui apprenait aussi de se tourner vers Dieu et la religion plutôt que vers la société. D'ailleurs, très jeune, Ed demande à se faire couper le pénis tellement qu'il n'est pas à l'aise avec la sexualité. Il y a un autre événement qui pourrait peut-être expliquer une partie des horreurs qu'il va commettre plus tard, et c'est le jour où, par mégarde, il est entré dans un enclos à cochons alors que ses parents étaient en train de l'égorger. Ce qui apparemment lui aurait procuré un certain plaisir, et plus tard, il aurait eu des pulsions sexuelles à la vue du sang. C'est clairement une bonne base pour être un psychopathe, mais c'est réellement lors d'un événement qui va bouleverser sa vie que tout va vraiment s'accélérer. Cet événement,
c'est lors de la mort de sa mère. Il l'aimait tellement qu'en fait il va décider de ne rien changer. Les meubles, les chaises, la table, il laisse tout à l'identique, vraiment pour que sa maison ressemble exactement à lorsque sa mère vivait. Et par contre le reste de la maison, c'est un vrai dépotoir, vraiment c'est dégueulasse. En plus il est réputé pour laisser traîner des encyclopédies ou des revues dont il se passionne, comme par exemple des livres de médecine sur l'anatomie de la femme, sur les crimes et les expériences horribles commises par un certain groupe durant les années 39-45, bref, plein de sujets assez spéciaux. Et un matin, une dame dans la quarantaine est portée disparue. Celle-ci est la gérante d'une petite quincaillerie, mais lorsque la police y rentre, on ne trouve rien ni personne, à part une grosse trace de sang dans l'entrée, ainsi qu'un reçu au nom d'un certain Ed Gein. La police arrête rapidement notre ami et procède à la fouille de sa maison, et c'est probablement le spectacle le plus insoutenable qu'ils y retrouvent. Et cette monstruosité, je vais vous la raconter. Premièrement, la gérante de la quincaillerie est retrouvée, et malheureusement elle est décédée. Elle est pendue par les pieds et le corps est coupé en deux dans la longueur. Sa tête a été arrachée du reste du corps et son cœur, lui aussi, a été arraché et se serait retrouvé quelques minutes plus tard dans une assiette sur la table. On retrouve une dizaine de visages coupés et une ceinture faite en tétons. En fait, il avait découpé des tétons de femmes et il les avait attachés ensemble pour en faire une ceinture qu'il portait avec ses pantalons. On y retrouve aussi une chaise artisanale, dans le sens où l'assise de la chaise était faite de peau humaine. En fait, il a vraiment dépecé ses victimes et il les a tannées comme une vache afin d'en faire du cuir. Quand je vous disais vraiment que le mec est malade, c'est une horreur ce qui s'est passé dans cette maison. On y retrouve aussi un crâne humain ouvert sur le dessus, servant à présent de bol à soupe. Les pieds de la table sur laquelle le cœur avait été retrouvé étaient faits en os humain et les lampes étaient faites de peau humaine. Son frigo est aussi rempli d'organes humains, mais personne ne sait s'il s'adonnait ou non à du cannibalisme. On y retrouve aussi une boîte à trophées remplie de parties génitales féminines qu'il récupérait de ses victimes et qu'il collectionnait. Et le plus délirant, c'est qu'il portait ses parties génitales découpées, qu'il appelait du coup ses trophées, dans ses propres sous-vêtements, comme pour se rappeler de ses exploits de boucherie. Au mur de sa maison, on y retrouve des têtes empaillées comme des trophées de chasse. Simplement, ici, c'était des têtes humaines qu'il accrochait à ses murs. Et d'ailleurs, on retrouvera même une veste faite entièrement en peau humaine qu'il portait pour se faire passer pour sa mère. Et ce n'est peut-être pas sans vous rappeler un film très connu, Psychose d'Alfred Hitchcock, où le tueur s'habillait également avec les vêtements de sa mère, qui était elle aussi décédée. Il inspirera aussi Massacre à la tronçonneuse, ainsi que Le silence des agneaux. Et vous allez me dire, Juliano, petit youtubeur de renom, combien de personnes il a tué Ed Gein? Eh bien, selon la police et les dires de Ed Gein, celui-ci n'a fait que 2 victimes. Donc d'où viennent tous ces corps qui lui ont permis d'ouvrir un véritable Ikea chez lui? En fait, Ed Gein se rendait durant la nuit sur des tombes fraîches et déterrait des corps pour les ramener chez lui. Il y serait au moins allé une 40aine de fois pour y déterrer des cadavres ressemblant à sa propre mère. Faut comprendre que Ed Gein était complètement dérangé et malade et il a donc plaidé non coupable et s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique où il y finira ses jours. Les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura pas trop dégoûté. Les amis, on se retrouve dans une prochaine ou dans une ancienne vidéo. Prenez soin de vous, c'était Juliano et bonne nuit à tous. Ciao.